On ne peut plus attendre. Il faut décider pendant que tu es encore en état de comprendre. La phrase a été lancée sans colère, presque avec lassitude, comme une évidence administrative. Elle venait de mon fils aîné, assis à l'autre bout de la table, les bras croisés. Autour de lui, les regards se sont évités, puis posés sur moi, comme on observe une réaction attendue. J'ai senti quelque chose se refermer doucement à l'intérieur. Pas une blessure vive. Une lucidité froide. J'étais pourtant là, droite sur ma chaise, parfaitement consciente, attentive à chaque mot. Mais dans cette phrase, je n'étais déjà plus tout à fait une personne. J'étais devenue une condition, une variable, un délai à gérer, pendant que tu es encore en état. Comme si le temps m'était soudain compté non par la vie, mais par leur impatience. Je n'ai rien répondu. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, non, mais parce que je comprenais enfin ce qui se jouait réellement. Ce n'était pas une discussion familiale. C'était une négociation, et j'en étais l'objet. Ah oh. Il parlait de mes biens comme on parle d'un partage à venir. La maison, les comptes, les assurances, les objets qui ont de la valeur. Les phrases se chevauchaient, se corrigeaient, s'ajustaient. Chacun défendait sa vision, son interprétation, son bon sens. On m'expliquait ce qui serait le plus simple, le plus logique, le plus équitable. On utilisait des mots rassurants, presque tendres, pour masquer l'empressement. Je regardais leurs bouches bouger, leurs mains souligner leurs arguments, et je notais. Intérieurement d'abord. Puis, presque instinctivement, j'ai posé la main sur mon sac, là où se trouvait mon carnet. Ce geste est passé inaperçu. Ils étaient trop occupés à se projeter. Ce carnet, je l'avais commencé quelques semaines plus tôt, sans intention précise. Une date, une phrase entendue, une remarque glissée à la fin d'un repas. Rien de spectaculaire. Juste des traces. Je ne savais pas encore pourquoi je faisais cela. Je savais seulement que quelque chose m'échappait, et que l'écrit m'aidait à rester ancré. Ce jour-là, pendant qu'ils se disputaient mes biens, j'ai compris. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'exagérais rien. J'assistais à une transformation silencieuse. Mes enfants ne me voyaient plus comme une femme vivante, mais comme une succession en attente. Et cette prise de conscience, aussi violente soit-elle, m'a donné une étrange clarté. « Tu ne dis rien ?» a demandé ma fille, avec ce ton faussement inquiet qui suggère déjà la réponse. J'ai souri. Un sourire léger, presque absent. « Je vous écoute. » ai-je répondu. Et c'était vrai. J'écoutais. Mais plus comme une mère cherchant à comprendre ses enfants. J'écoutais comme on observe une scène révélatrice, sans intervenir, pour ne pas en altérer le sens. Ils ont continué, l'un parlait d'anticipation, l'autre de protection. Un troisième évoquait des exemples, des histoires entendues ailleurs, des drames à éviter. Personne ne parlait de moi, de ce que je voulais, de ce que je ressentais. On parlait pour moi, à ma place, au nom d'eux. À un moment, quelqu'un a ri nerveusement. On dirait qu'on fait un conseil d'administration. A dit. Les autres ont souri, moi aussi. Mais ce rire à l'âme a glacé, parce qu'il était vrai. J'étais devenue une entreprise à restructurer avant fermeture. Ce soir-là, en rentrant dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit la date, le lieu, la phrase exacte de mon fils. J'ai noté qui avait acquiescé, qui avait détourné le regard, qui avait insisté. Pas de commentaires, pas d'émotion, des faits. Je ne me sentais ni humiliée ni en colère. Je me sentais éveillée, comme si, après des années de brouillard affectif, le paysage devenait enfin net. J'ai compris que le silence que j'avais pratiqué par amour pouvait devenir une arme, à condition de changer de nature. Ce silence-là ne serait plus une soumission. Il serait une observation, une mémoire, une préparation. Ils pensaient parler librement parce qu'ils me croyaient absente à moi à même. Ils ignoraient que chaque mot prononcé s'inscrivait désormais quelque part. Que chaque précipitation, chaque impatience, chaque glissement de langage laissait une trace. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai dormi peu, mais profondément. Et au réveil, une certitude calme s'est imposée à moi. Je ne participerai plus jamais à une discussion où l'on déciderait de moi sans moi. Ils se disputaient mes biens. Moi, je notais chaque détail. Avant que ces discussions ne prennent cette tournure presque comptable,
Il y avait eu une vie ordinaire, patiemment construite, où je ne m'étais jamais imaginé devoir me justifier d'exister encore. J'avais grandi avec l'idée simple que l'on bâtit une famille pour traverser le temps ensemble, pas pour s'évaluer à mesure que les années passent. Je me souviens de mes débuts avec leur père. Nous n'avions pas beaucoup, mais nous avions une ligne claire. Chacun comptait, chacun décidait. Les choix se faisaient lentement, parfois maladroitement, mais toujours dans la parole. Quand les enfants sont arrivés, cette ligne s'est déplacée sans disparaître. J'ai pris sur moi davantage, naturellement, sans jamais penser que ce davantage deviendrait un jour un argument contre. Moi. Hamder, d'ici. Moi. J'ai organisé la maison, les finances, les habitudes. J'aimais cette responsabilité discrète. Elle me donnait le sentiment d'assurer une continuité, une stabilité. Rien n'était spectaculaire, mais tout tenait. Et quand les enfants ont grandi, j'ai appris à reculer d'un pas, à ne pas imposer, à laisser faire. Je croyais que cette retenue serait comprise comme une marque de confiance. Après la disparition de leur père, j'ai continué seule, sans bruit. J'ai fait ce qu'il fallait, sans me plaindre. Les papiers étaient en ordre. Les décisions prises avec prudence. L'héritage, pour moi, n'était pas un sujet brûlant. C'était quelque chose qui se préparerait plus tard, tranquillement, dans le respect des rythmes. Je pensais que cette évidence était partagée. Pendant longtemps, les échanges sont restés simples. On parlait de projets, de petits tracas, de la vie qui avance. Puis, insensiblement, le vocabulaire a changé. Des mots nouveaux ont fait leur apparition. Anticiper, sécuriser, simplifier. Des mots raisonnables, prononcés sans agressivité. Je les entendais sans m'en inquiéter. Je pensais qu'il s'agissait d'une inquiétude passagère, d'une façon de se rassurer. Je n'ai pas vu tout de suite que ces mots me déplaçaient, qu'ils transformaient ma présence en paramètre. On évoquait des décisions avant même de me demander mon avis. On parlait de ce qui serait plus simple pour tout le monde. Et quand je demandais du temps, on me répondait avec douceur que le temps, justement, devenait un luxe. Je continuais pourtant à faire confiance. Par habitude, sans doute. Par loyauté aussi. J'avais passé ma vie à croire que la famille se maintient par l'écoute, par la patience, par l'effacement parfois. Je ne voyais pas encore que cet effacement, à force d'être constant, avait fini par devenir un terrain libre. Avec le recul, je comprends mieux. Chacun portait ses propres attentes, ses peurs, ses calculs silencieux. Ce qui n'était jamais formulé prenait de la place. Les frustrations s'accumulaient, polies par le temps, prêtes à surgir au premier prétexte légitime. L'héritage allait devenir ce prétexte. La vie d'avant n'était pas fausse. Elle était sincère, construite sur l'idée que l'amour suffit à régler ce qui dépasse. Mais elle contenait une faille, l'absence de limite clairement posée. À force de vouloir préserver l'harmonie, j'avais laissé s'installer des interprétations qui n'étaient pas les miennes. Je repense souvent à cette période avec une tendresse mêlée de lucidité. Je n'étais ni naïve ni faible. J'étais fidèle à une certaine idée de la famille. Simplement, cette idée n'était plus partagée de la même façon. Et je ne l'ai compris que lorsque mes biens ont commencé à être évoqués comme des dossiers à répartir. Ce retour sur le passé n'est pas une accusation. Il est une mise en perspective. Il me rappelle que rien n'arrive brusquement. Les glissements sont progressifs. Les renversements se préparent dans le silence. Et ce que je vis aujourd'hui trouve ses racines dans ces années où j'ai cru, de bonne foi, que ce terre suffisait à protéger. La vie d'avant m'a construite, mais elle ne pouvait plus me guider telle qu'elle. Car ce qui était autrefois une force, ma capacité à tenir sans bruit, était devenu, aux yeux des autres, une permission. Et cette permission, je m'apprêtais enfin à la retirer. Les premiers signes n'ont pas été des attaques franches. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une subtilité presque élégante, comme si chacun craignait encore de nommer ce qui était pourtant déjà là. Rien ne semblait brutal, mais tout commençait à peser. Il y a eu d'abord ces remarques lancées comme des conseils bienveillants. Tu devrais penser à alléger un peu tout ça. À ton âge, c'est normal de vouloir moins de responsabilités. Je les entendais. Je les recevais même avec un certain soulagement. Je croyais y voir une inquiétude sincère, une attention maladroite. Je ne mesurais pas encore que ces phrases redessinaient ma place, lentement, sans me demander mon avis. Puis,
sont venues les initiatives prises sans moi. Des démarches entamées pour me faciliter la vie, des rendez-vous proposés avec insistance, déjà presque actés. On me parlait après coup. On a avancé un peu, tu comprends? Ce un peu revenait souvent. Il sonnait anodin, mais il signifiait beaucoup. Il installait l'idée que mes décisions pouvaient être anticipées, corrigées, parfois remplacées. Quand je posais une question, on me rassurait. Ne t'inquiète pas. Quand j'exprimais une réserve, on souriait. Tu te fais trop de soucis. Ces réponses avaient un effet précis. Elles transformaient mes doutes en problèmes personnels. Ce n'était plus la décision qui méritait d'être discutée, c'était mon ressenti qu'il fallait calmer. J'ai commencé à ressentir un léger malaise, difficile à expliquer. Comme si ma parole arrivait toujours un peu trop tard. Comme si mes phrases étaient accueillies, puis reformulées autrement. Je notais ces décalages, sans savoir encore quoi en faire. Ils s'accumulaient, sans éclat, mais avec constance. Un jour, au détour d'un repas, ma fille a plaisanté devant tout le monde. « Maman, tu as toujours aimé garder le contrôle ?» Les rires ont suivi, légers, presque complices. J'ai souri aussi, par réflexe. Mais cette phrase m'a poursuivi longtemps après. Garder le contrôle. Moi qui avais passé des années à céder, à composer, à attendre. Cette inversion m'a troublée. On me prêtait désormais une autorité que je n'avais jamais exercée. À partir de là, j'ai commencé à observer plus attentivement. Les regards échangés quand je prenais la parole. Les soupirs discrets. Les silences un peu trop longs après mes refus polis. J'avais l'impression d'être présente dans les conversations sans en être réellement actrice. Comme si l'essentiel se décidait ailleurs. Ce qui me blessait le plus n'était pas l'idée qu'il puisse avoir des opinions différentes des miennes. C'était la manière dont ces opinions se construisaient sans moi, puis s'imposaient sous couvert de protection. On ne me demandait plus ce que je voulais. On évaluait ce qui serait raisonnable pour moi. Je continuais pourtant à me taire. Par habitude, sans doute. Par peur aussi de devenir celle qui complique, celle qui crée des tensions. J'avais passé ma vie à croire que la paix familiale se maintient par la retenue. Je ne voulais pas être celle par qui le malaise éclate. Mais ce silence avait changé de nature. Il n'était plus un choix. Il devenait une attente imposée. Et dans cette attente, d'autres prenaient de l'avance. Je le sentais confusément, sans encore pouvoir le formuler. Il y avait aussi ces comparaisons glissées, à demi à mot. Tu sais, chez une telle, tout est déjà réglé. Certaines familles anticipent mieux. Ces phrases n'étaient pas adressées directement, mais elles traçaient une norme implicite à laquelle je semblais déroger. Je devenais peu à peu l'élément à ajuster. Un soir, seul, j'ai ouvert mon carnet presque machinalement. J'y ai noté quelques phrases entendues dans la journée. Rien de grave, en apparence. Mais en les relisant, alignées les unes sous les autres, j'ai senti quelque chose se préciser. Ce n'était pas un malentendu isolé, c'était une dynamique. Les petites humiliations ne prenaient pas la forme d'insultes ou de cris. Elles étaient faites de dénigrements doux, de condescendance discrète, de décisions présentées comme évidentes. Elles érodaient lentement ma légitimité à décider pour moi à même. Je n'ai encore rien dit à ce moment-là. Je n'étais pas prête. Je sentais seulement que quelque chose se préparait, que ces glissements apparemment anodins ouvraient la voie à une étape plus grave. L'héritage, à peine évoqué, commençait déjà à agir comme un révélateur. Je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient. Mais je savais désormais une chose. Ce que je vivais n'était pas une impression isolée. C'était le début d'un déplacement profond, où ma place se redessinait sans mon consentement. Et cette certitude, encore fragile, allait bientôt devenir impossible à ignorer. La goutte d'eau n'a pas été une scène violente, ni une parole trop dure. Elle a pris la forme d'un document, discret, presque banal, trouvé là où je n'aurais jamais pensé le chercher. C'est souvent ainsi que les vérités les plus graves se présentent, sans bruit, mais avec une précision qui ne laisse aucun doute. Un après-midi, en cherchant un ancien contrat dans le classeur du bureau, j'ai remarqué une chemise récente, glissée parmi des papiers que je connaissais par cœur. Elle n'avait rien à faire là. Trop neuve, trop ordonnée. Je l'ai ouverte sans méfiance. D'abord, des impressions de courriel. Des échanges entre mes enfants. Mon nom revenait souvent, mais jamais à la première personne. On parlait de moi, jamais avec moi.
Puis il y avait ce document plus structuré, rédigé dans un langage administratif, presque professionnel. Pas de signature, pas dans à tête officielle, mais une clarté glaçante. Et cette phrase, soulignée au stylo, m'a coupé le souffle. En cas de désaccord persistant, prévoir une solution alternative afin d'assurer la continuité de la gestion des biens. Désaccord persistant. Solution alternative. Je suis resté immobile, le papier entre les mains. Ces mots ne laissaient aucune place à l'interprétation. Mon refus n'était pas envisagé comme un choix, mais comme un obstacle. Et cet obstacle, on avait déjà commencé à réfléchir à la manière de le contourner. J'ai relu le document lentement, ligne par ligne. Les dates correspondaient à des conversations précises, à des moments où j'avais demandé du temps, où j'avais exprimé des réserves. Chaque prudence de ma part devenait un problème à résoudre. Mon silence, une opportunité. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'était pas la question de l'argent. C'était la méthode. La logique froide, presque clinique, avec laquelle on avait pensé sans moi. On me parlait d'amour, de protection, de soucis pour mon bien-être, pendant que l'on préparait, en parallèle, les moyens de me dépasser. Je me suis assise, le document posé sur mes genoux. La maison était silencieuse. J'ai senti monter une colère lente, contenue, qui n'avait rien d'explosif. Ce n'était pas une rage aveugle. C'était une certitude qui s'installait. Ce que je ressentais depuis des mois avait, désormais, une preuve. J'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque page, un geste précis, sans trembler. Puis j'ai tout remis exactement à sa place. La chemise, le classeur. Rien ne devait trahir ma découverte. Une confrontation immédiate aurait été inutile. Elle aurait transformé cette organisation en simple malentendu, cette stratégie en inquiétude exagérée. Je refusais de leur offrir cet échappatoire. Le soir même, à table, je les ai observés différemment. Les mots étaient les mêmes, mais leur poids avait changé. Les sourires semblaient plus calculés. Les silences, plus lourds. Ils parlaient comme si de rien n'était, convaincus que le temps jouait pour eux. Ils ignoraient que quelque chose venait de se fissurer définitivement. Dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet. J'y ai noté la date, l'heure, l'endroit précis où j'avais trouvé la chemise. J'ai recopié la phrase, mot pour mot. Sans commentaire. Sans adjectif. Des faits. Je comprenais instinctivement que, désormais, l'exactitude serait mon seul rempart contre la réécriture. Ce n'était plus une question de susceptibilité ou de conflit familial ordinaire. C'était une tentative d'éviction organisée, habillée de bonnes intentions. Continuer à me taire comme avant aurait été accepter ce récit, accepter d'être réduite à un dossier à gérer. Cette découverte a marqué un point de non-à-retour. Elle a transformé mes doutes en certitudes. Je n'étais ni confuse ni excessive. Ce que je vivais avait une structure, un langage, une méthode. Et face à une méthode, l'émotion seule ne suffit plus. Ce jour-là, sans éclat, j'ai cessé d'espérer que tout se réglerait par une simple conversation. J'ai compris que l'héritage n'avait pas créé le problème. Il l'avait révélé. Il avait mis en lumière ce que la famille cachait depuis longtemps. Des calculs muets, des rôles assignés sans parole, des décisions prises à huis clos. En refermant mon carnet, j'ai pris une décision intérieure, calme et irrévocable. Je ne serais plus jamais absente des décisions qui me concernaient. Et si je devais encore me taire, ce serait désormais un silence choisi, préparé, prêt à parler au moment exact où il ne pourrait plus être contourné. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été étrangement calmes et pourtant interminables. Je dormais par fragments, réveillée par une pensée précise, une phrase relue mentalement, un détail que je n'avais pas encore consigné. Le jour, je continuais à vivre comme avant. Je préparais les repas, je répondais aux messages, je souriais aux phrases anodines. La nuit, en revanche, je ne pouvais plus me mentir. Je revoyais sans cesse cette chemise, sa place trop logique parmi mes papiers, comme si elle avait toujours été là. Je me demandais depuis quand exactement ils avaient commencé à réfléchir ainsi, à parler de moi comme d'un obstacle administratif. Je cherchais des signes rétrospectifs, des regards, des silences qui, à l'époque, m'avaient semblé insignifiants. Tout prenait désormais un relief différent. Je me suis interrogée sur ma part de responsabilité. Cette question revenait avec insistance, presque avec cruauté. Avais-je trop cédé?
Avais-je confondu patience et abdication? Mon silence, que je croyais protecteur, n'avait-il pas été interprété comme une absence de volonté? Ces interrogations ne visaient pas à me condamner, mais à comprendre comment on en arrive là, sans bruit, sans rupture apparente. Il y avait aussi la douleur plus intime, plus difficile à formuler. Aimer ses enfants et devoir envisager qu'ils puissent agir contre vous est une expérience déroutante. Je me sentais déchirée entre deux fidélités, celle que je leur portais depuis toujours et celle que je me devais enfin à moi-même. Cette tension intérieure me fatiguait plus que les insomnies. Par moments, je me surprenais à espérer une explication simple. Une maladresse. Une initiative isolée, mal comprise. Mais la précision du document, sa logique, les échanges qui l'accompagnaient, rendaient cette hypothèse impossible. On ne prévoit pas une solution alternative par simple inquiétude. On la prépare parce qu'on anticipe une résistance. Pour ne pas sombrer dans la colère, j'ai commencé à structurer mes pensées. J'ai ressorti mon carnet et j'ai écrit, non pas ce que je ressentais, mais ce que je savais. Les dates, les phrases exactes, les décisions évoquées, les silences observés. Écrire m'a aidé à reprendre pied. Les faits avaient une stabilité que les émotions n'avaient pas. Peu à peu, quelque chose a changé dans mon rapport à la situation. La peur s'est transformée. Elle n'était plus diffuse, paralysante. Elle devenait une vigilance, une attention accrue. Je ne cherchais plus à deviner leurs intentions. Je me concentrais sur mes droits, sur ce qui dépendait encore de moi. Cette bascule intérieure m'a surprise par sa douceur. Il n'y avait pas de rage, pas de désir de revanche. Juste une nécessité claire, ne plus être prise au dépourvu. J'ai commencé à me renseigner, discrètement. Rien de spectaculaire. Des lectures, des sites officiels, des brochures explicatives. Je voulais comprendre le cadre, les limites, les possibilités. Je ne voulais pas attaquer, ni provoquer. Je voulais savoir. La connaissance me rendait plus calme que n'importe quelle consolation. Je n'ai parlé de ces recherches à personne. Pas même à une amie proche. J'avais besoin de ce temps secret, de cet espace où je pouvais réfléchir sans être influencée, sans devoir rassurer qui que ce soit. Ce silence-là n'était plus un effacement. C'était une préparation, une mise à distance nécessaire. Il y avait encore des moments de doute. Des soirs où je me demandais si tout cela n'était pas excessif, si je n'interprétais pas trop sévèrement des intentions maladroites. Ces pensées surgissaient surtout quand la fatigue se faisait sentir. Alors je revenais aux faits, toujours aux faits, à la phrase soulignée, aux échanges écrits, et la clarté revenait. J'ai compris aussi que me défendre ne signifiait pas rompre les liens. Cela signifiait refuser une lecture de moi qui ne me correspondait pas, refuser d'être réduite à un problème à gérer. Cette distinction m'a apaisée. Je pouvais aimer sans me sacrifier entièrement. Je pouvais rester mère sans renoncer à ma souveraineté. Dans cette introspection forcée, j'ai pris conscience d'une chose essentielle. Le temps ne joue pas toujours en faveur de celui qui se tait. Parfois, il renforce les malentendus. Parfois, il permet aux autres d'écrire l'histoire à votre place. Je ne voulais plus laisser faire cela. Un matin, après une nuit presque blanche, j'ai refermé mon carnet et je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme fatiguée, oui, mais lucide. Une femme qui n'avait plus envie de se justifier d'exister encore pleinement. À cet instant, j'ai su que la phase de réflexion touchait à sa fin. Je n'étais plus seulement en train de comprendre. J'étais prête à agir, calmement, méthodiquement, sans éclat. La peur n'avait pas disparu. Elle avait changé de rôle. Elle n'était plus un frein. Elle devenait un guide silencieux, me rappelant pourquoi chaque étape devait être pensée, écrite, assumée. Et dans ce silence actif, je sentais naître une détermination nouvelle. Quoi qu'il arrive, je ne serai plus jamais la spectatrice de décisions prises à ma place. Mais la préparation a commencé sans annonce, sans déclaration solennelle. Elle a pris la forme d'une discipline nouvelle, presque austère, que je me suis imposée pour ne plus laisser l'émotion guider mes gestes. J'avais compris une chose essentielle. Pour ne pas être contournée, il fallait cesser d'improviser. J'ai pris rendez-vous avec un notaire un matin ordinaire, à une heure où personne de la famille ne risquait de me croiser. J'ai choisi un cabinet éloigné de nos habitudes, recommandé par une connaissance qui n'avait aucun lien avec mes enfants. Cette neutralité m'était indispensable.
Je voulais un regard professionnel, sans histoire commune, sans présupposés affectifs. Le notaire m'a accueilli avec une courtoisie calme. Je n'ai pas raconté toute ma vie. J'ai exposé des faits, des dates, des intentions claires. Je lui ai dit que je souhaitais reprendre la maîtrise de mes décisions, prévenir toute interprétation abusive et m'assurer que mes volontés seraient respectées sans discussion. Il m'a écouté attentivement, posant des questions précises, jamais intrusives. À aucun moment il n'a mis en doute ma lucidité. Ce simple fait m'a profondément soulagée. Nous avons parlé de cadres possibles, de documents à mettre à jour, de la manière la plus sûre de consigner mes choix. Chaque option était expliquée avec rigueur, sans dramatisation. Je découvrais un langage différent de celui de la famille. Un langage où la clarté protège, où la précision évite les conflits. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais ni pressée, ni jugée. Je donnais le rythme. En sortant du rendez-vous, je n'ai pas ressenti d'euphorie. Plutôt une fatigue douce, accompagnée d'un apaisement profond. Rien n'était encore finalisé, mais un cadre existait. Mes inquiétudes n'étaient plus diffuses. Elles avaient une forme, des réponses possibles. Elles devenaient gérables. Les semaines suivantes, j'ai poursuivi ces démarches avec méthode. J'ai ouvert un compte bancaire, à mon nom, seul, transféré certaines sommes de manière progressive, documentée. Pas par défiance, mais par prudence. Je voulais une autonomie immédiate, concrète, qui ne dépende d'aucune bonne volonté extérieure. Chaque opération était notée, classée, expliquée. J'ai également remis de l'ordre dans mes papiers. Actes, contrats, relevés anciens. J'ai relu des documents que je n'avais pas ouverts depuis des années. Certaines découvertes m'ont surprise. D'autres m'ont conforté dans l'idée que la transparence n'est jamais acquise, même dans une famille qui se dit unie. Ce travail minutieux me rendait plus solide. Chaque papier classé était une inquiétude en moins. Et pendant ce temps, à la maison, je continuais à me comporter comme avant. Même ton, même réponse mesurée. Je ne provoquais aucune discussion inutile. Ce masque de normalité n'était pas une tromperie. C'était une protection. Je savais que la moindre émotion excessive serait interprétée comme une faiblesse, un signe de confusion. Je refusais d'alimenter ce récit. Mon carnet ne me quittait plus. J'y consignais les rendez-vous, les décisions prises, les phrases entendues. Sans adjectif, sans interprétation. Des faits, encore et toujours. Cette rigueur m'aidait à rester ancrée. Elle empêchait les doutes de m'envahir. Il y avait encore des moments d'hésitation, des soirs où je me demandais si je n'allais pas trop loin, si tout cela était vraiment nécessaire. Ces pensées surgissaient quand la fatigue se faisait sentir. Alors je revenais à l'essentiel. La phrase soulignée, la stratégie préparée sans moi. Elle me rappelait pourquoi je faisais tout cela. Peu à peu, j'ai senti un basculement intérieur. La peur reculait. À sa place s'installait une assurance tranquille. Je ne cherchais pas à gagner contre mes enfants. Je cherchais à être respectée. Cette nuance changeait tout. Elle donnait à mes démarches une légitimité simple, incontestable. La préparation n'était pas une guerre, c'était une mise à niveau. Une manière de rappeler, sans éclat, que ma vie ne se négociait pas à huis clos. Que mes choix méritaient d'être écrits, protégés, reconnus. Et dans cette organisation patiente, méthodique, je retrouvais quelque chose que je croyais perdu, la sensation d'être à nouveau actrice de mon avenir. La confrontation a eu lieu un dimanche, sans éclat ni cri, comme si chacun avait décidé à l'avance qu'il fallait garder les apparences. Ils avaient proposé une discussion franche, un mot qui, désormais, me faisait sourire. Et la franchise, chez nous, arrivait toujours après les décisions. Nous étions assis autour de la table, la même que celle des repas de fête. Cette fois, aucun plat n'attendait. Des dossiers étaient posés là, ouverts, soigneusement alignés. J'ai reconnu certains papiers. D'autres m'étaient inconnus. J'ai compris qu'ils avaient préparé leur démonstration, convaincu que le moment était venu de conclure. Mon fils a pris la parole en premier. Il a parlé de responsabilité, de bon sens, d'éviter les conflits plus tard. Sa voix était posée, presque pédagogique. Ma fille a enchaîné, évoquant l'amour, la peur de me voir dépasser, la nécessité d'anticiper. Ils se répondaient, se complétaient, comme s'ils avaient répété. Je les ai laissés aller jusqu'au bout.
Pendant qu'il parlait, je ne ressentais plus cette boule dans la poitrine qui m'avait tant paralysée autrefois. J'étais calme. J'écoutais non pour comprendre, je comprenais déjà, mais pour mesurer jusqu'où ils iraient, s'ils pensaient. Ne rencontrer aucune résistance. Chaque phrase confirmait ce que j'avais noté dans mon carnet. On parlait de moi, sans moi, avec la certitude tranquille de ceux qui se croient légitimes. Quand ils ont marqué une pause, j'ai posé mon sac sur la table. Un geste simple, presque banal. J'en ai sorti quelques documents, pas tous. Juste ceux qui suffisaient à changer l'équilibre. Je les ai alignés lentement. Le silence s'est installé aussitôt, dense, surpris. J'ai parlé sans élever la voix. J'ai dit que j'avais entendu leurs inquiétudes, que je comprenais leurs désirs d'ordre et de prévisibilité. Puis j'ai ajouté que, justement, pour cette raison, certaines décisions étaient désormais prises. Que mes volontés étaient consignées, encadrées, protégées. Et que rien ne serait décidé à ma place. Ni aujourd'hui, ni plus tard. Leurs réactions ont été immédiates. Des questions précises, trop précises. Depuis quand? Avec qui? Pourquoi ne pas leur en avoir parlé? Mon fils a parlé de trahison, de manque de confiance. Ma fille a dit que je créais une distance inutile. J'ai écouté sans les interrompre. Puis j'ai répondu lentement que la distance avait commencé le jour où l'on avait préparé des solutions sans moi. À cet instant, j'ai prononcé une phrase que je n'avais jamais osé dire auparavant. Décider pour moi n'est pas me protéger. Elle est restée suspendue dans l'air. Elle n'appelait pas de débat. Elle nommait simplement ce qui se jouait depuis des mois. Je voyais dans leur regard qu'ils comprenaient enfin que je ne reviendrais pas en arrière. Ils ont tenté de reprendre la main, de proposer des ajustements rapides, des compromis présentés comme raisonnables. Je les ai écoutés, puis j'ai répondu que rien ne pressait, que le temps ne m'était plus hostile, que je n'étais plus disposée à décider sous pression, quelle qu'en soit la forme. Oh, c'est à ce moment-là que j'ai senti le piège se refermer, non pas sur eux, mais sur l'illusion qu'ils entretenaient. Ils avaient cru que mon silence était une faiblesse. Ils découvraient qu'il avait été une observation. Une patience, une préparation. La discussion s'est terminée sans éclat. Pas de cris, pas de réconciliation non plus. Chacun a rangé ses papiers lentement, comme si tout avait soudain perdu sa cohérence. Ils savaient que quelque chose leur échappait désormais. Et moi, je savais que je venais de reprendre ma place. Quand ils sont partis, je suis restée seule dans la pièce. Je me suis assise. J'ai respiré profondément. Je n'éprouvais ni triomphe ni amertume. Seulement cette certitude calme. Le récit qu'ils avaient écrit sans moi venait de s'interrompre. Et, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus l'objet d'une discussion, mais le sujet de mes propres décisions. L'éclatement familial ne s'est pas manifesté par une rupture nette. Il s'est diffusé, lentement, dans les jours qui ont suivi, comme une onde qui modifie tout sans faire de bruit. Rien n'a été officiellement rompu, mais rien n'était plus à sa place. Les habitudes ont vacillé. Les échanges ont perdu leur évidence. Les messages ont changé de ton. Plus court, plus prudent. Parfois trop poli pour être sincère. J'espère que tu vas bien. On reparlera de tout ça quand ce sera plus calme. Ces phrases semblaient ouvertes, mais elles repoussaient l'essentiel. Je les lisais, sans m'empresser de répondre. Pour la première fois, je ne ressentais pas l'urgence de réparer. Le silence n'était plus un danger. Il devenait un espace. Entre eux, je le sentais, les certitudes se fissuraient. Ce qui avait été présenté comme un projet commun se fragmentait en versions concurrentes. Chacun cherchait à atténuer sa responsabilité, à déplacer le centre de gravité. Celui qui avait proposé devenait celui qui avait imposé. Celle qui avait soutenu devenait celle qui avait suivi. Quand le pouvoir vacille, la solidarité se recompose autrement. Ma fille a tenté un rapprochement. Des mots plus doux, presque hésitants. Elle parlait de fatigue, de malentendus, de peur de me perdre. Je l'écoutais sans interrompre, mais je ne me pressais plus pour apaiser. Je savais désormais que réparer trop vite revient, souvent à refermer une fissure sans l'avoir regardée. Or cette fissure avait besoin d'air. Mon fils, lui, s'est fait plus distant. Ses silences avaient une densité nouvelle, mêlée d'orgueil blessé. Je n'ai pas cherché à les combler. J'ai appris à respecter ce qui ne m'appartenait plus, à ne pas interpréter chaque absence comme un échec personnel.
Cette retenue à là n'était pas un renoncement. C'était une limite. La famille, qui s'était transformée en tribunal, se fragmentait désormais en récits parallèles. Molly, chacun racontait l'histoire selon son angle, en adoucissant ce qui dérangeait, en soulignant ce qui arrangeait. Je n'ai corrigé aucun récit. Les faits étaient ailleurs, consignés, encadrés. Je n'avais plus besoin de plaider. De mon côté, la vie reprenait une cadence plus simple. Je marchais longtemps, sans destination précise. J'écrivais. Je relisais mes notes. Je rangeais. Je laissais passer les émotions sans leur demander de justification. Cette solitude nouvelle n'était pas une punition. Elle était une transition nécessaire. Il y a eu des moments de doute. Des soirs où l'absence de bruit me paraissait trop lourde. Des dimanches sans invitation. Je ne les ai pas vécus comme un rejet. Ils faisaient partie du réajustement. Quand un système se défait, il laisse un vide. Ce vide n'est pas une faute. Il est un espace à réinventer. Peu à peu, un changement plus subtil s'est opéré. Une forme de respect revenait, par touches discrètes, dans certaines phrases plus mesurées, dans des silences moins chargés. Il comprenait, même sans le dire, que je ne reviendrais pas à la version d'avant, que je n'étais plus disposée à être l'élément souple d'un équilibre qui me dépossédait, que je ne cherchais pas à accélérer une recomposition. Les relations vraies demandent du temps. La confiance, quand elle a été déplacée, ne se restaure pas par des gestes symboliques. Elle se reconstruit dans la durée, ou elle s'efface. J'acceptais cette incertitude sans tenter de la combler. Dans ce retrait volontaire, je retrouvais une cohérence intérieure que je croyais perdue. Je n'étais plus sommée de prouver ma lucidité, ni de justifier mes choix. Je les vivais. Et cela suffisait. Je découvrais une liberté discrète, mais solide. Celle de ne plus être constamment en réaction. L'éclatement familial n'était pas une fin définitive. C'était une mue, une période inconfortable, nécessaire, où chacun devait regarder ce qu'il avait projeté sur l'autre. Je n'étais plus la mère qui absorbe, qui arrange, qui répare en silence. J'étais une femme qui choisit quand parler, quand écouter, quand se taire. Et dans ce calme fragile, parfois vacillant, je sentais naître une certitude tranquille. Je ne retournerai plus dans la salle d'audience familiale. J'en étais sortie, sans fracas. Et, pour la première fois, je n'avais plus besoin de plaider ma place pour l'occuper. La nouvelle vie ne s'est pas imposée d'un seul coup. Elle s'est installée, doucement, presque à pas feutrés, dans l'espace laissé par le retrait des autres. Après les discussions, après les silences recomposés, j'ai découvert un temps qui ne m'était plus arraché, un temps qui m'attendait. Au début, j'ai été déstabilisée par cette liberté soudaine. Ne plus devoir répondre immédiatement. Ne plus anticiper les attentes. Ne plus ajuster mes journées à l'agenda des autres. J'avais vécu si longtemps dans la tension constante que le calme me semblait presque suspect. Notes. Puis j'ai compris que ce calme n'était pas un vide. C'était un terrain neuf. J'ai commencé par reprendre possession de mes journées. Me lever sans urgence. Choisir une activité sans la justifier. Lire jusqu'au bout d'un chapitre sans regarder l'heure. Ces gestes simples, autrefois secondaires, devenaient essentiels. Ils n'étaient plus des pauses volées entre deux obligations familiales. Ils formaient la trame d'une vie qui m'appartenait à nouveau. J'ai réorganisé mon espace. Pas pour effacer le passé, mais pour le remettre à sa place. J'ai déplacé des meubles, donné des objets que je conservais par fidélité, plus que par désir. Chaque tri était une décision intime. Ce que je garde, ce que je transmets plus tard, ce que je laisse partir. Mettre de l'ordre autour de moi revenait à rétablir un ordre intérieur. Je marchais beaucoup, longtemps, sans destination précise. La marche me permettait de laisser les pensées se déposer, sans les forcer. Je ne revivais plus les scènes passées pour y chercher des réponses tardives. Le passé cessait peu à peu de réclamer des explications. Il devenait un paysage traversé, non un lieu où s'attarder. Mais les relations autour de moi ont évolué naturellement. Certaines se sont éloignées sans bruit, comme si elles ne tenaient que par l'habitude. D'autres, inattendues, ont pris une place nouvelle. Une voisine avec qui partager un café, une amie retrouvée après des années. Des échanges simples, sans enjeu caché, où je n'avais pas besoin de me défendre, ni de prouver ma lucidité. Cette simplicité me rappelait que le lien peut exister sans tension. Avec mes enfants,
Le lien subsistait, mais il ne structurait plus toute ma vie intérieure. Je ne guettais plus leurs messages. Je ne mesurais plus mes décisions à l'aune de leur approbation. Quand nous parlions, je restais attentive, présente, mais je ne me rendais plus disponible à tout prix. Cette distance nouvelle n'était pas une rupture. C'était une frontière posée sans colère. Il m'est arrivé de ressentir une nostalgie douce, celle d'une famille telle que je l'avais imaginée, où l'on vieillit sans être évalué, où la transmission se fait dans la confiance. Je n'ai plus fui cette tristesse. Je l'ai accueillie comme une lucidité. Elle ne me paralysait plus. Elle me rappelait simplement ce que j'avais cessé d'attendre. J'ai appris à apprécier la solitude choisie. Non comme un isolement, mais comme un espace de vérité. Être seul ne signifiait plus être en attente. Cela signifiait être entière. Je pouvais penser sans interruption, décider sans justification, changer d'avis sans culpabilité. Cette autonomie retrouvée n'était pas bruyante. Elle s'installait dans le quotidien, solide et discrète. 2. Je me suis autorisée à projeter à nouveau. Pas de grands plans. Des intentions simples. Un voyage court. Une activité reprise. Des rencontres décidées par envie, non par devoir. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne se présentait plus comme un problème à gérer, mais comme un espace ouvert. Cette nouvelle vie n'avait rien d'extraordinaire aux yeux des autres. Elle était faite de routines modestes, de plaisirs simples, de silences habités. Mais intérieurement, elle marquait un basculement essentiel. Je n'étais plus définie par ce que je donnais, ni par ce que l'on attendait de moi. J'existais pour moi à même, dans une continuité enfin respectée. Je comprenais alors que ce chemin, je l'avais longtemps repoussé par loyauté, par peur de blesser, par attachement à une image de la famille que je voulais préserver. En l'empruntant tardivement, je ne trahissais rien. Je réparais quelque chose de fondamental, mon droit à une vie qui ne soit plus négociée. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette histoire n'appelait pas une victoire visible. Il n'y aurait ni applaudissements, ni excuses publiques, ni reconnaissance tardive. Ce que j'avais à reconquérir ne se mesurait pas en aveux, mais en tenue intérieure. Et cette tenue, je l'avais retrouvée. Longtemps, j'ai cru que ce tel était une preuve d'amour, que céder protégeait les liens, que la famille se maintenait au prix d'une vigilance constante, d'une souplesse sans fin. Mais j'ai confondu la patience avec l'effacement, la loyauté avec l'oubli de soi. Cette confusion m'a coûté des années de retenue inutile, de doutes avalés, de phrases gardées pour plus tard. Ce que l'héritage a révélé n'était pas seulement l'avidité ou l'impatience. Il a mis au jour une manière de transformer l'amour en pouvoir, la proximité en droit de regard, la vieillesse en justification. Aimer devenait décider pour l'autre. Protéger devenait anticiper à sa place. Et, sans s'en rendre compte, on finissait par parler de moi sans jamais me parler avec moi. La loi, dans mon parcours, n'a pas été un glaive brandi pour trancher. Elle a été un cadre posé pour respirer. Un rappel simple et rassurant que la volonté ne se devine pas, qu'elle se dit, s'écrit, se respecte. Elle m'a offert une langue claire, là où l'affect brouillait tout. Grâce à elle, je n'avais plus à convaincre ni à prouver ma lucidité. Elle existait, consignée, reconnue. Aujourd'hui, mes relations avec mes enfants continuent, mais autrement. Elles sont moins pressées, moins intrusives. Parfois plus fragiles, oui, mais aussi plus honnêtes. Je ne joue plus le rôle de celle qui absorbe pour maintenir une paix. Factice. Je suis une femme qui choisit quand être présente, quand se retirer, quand parler. Ce choix n'est pas un rejet. C'est une fidélité à moi, à même. Il reste des silences entre nous. Je ne les combats plus. Certains sont nécessaires, d'autres sont encore chargés. Peut-être que le temps en transformera quelques-uns en paroles plus justes. Peut-être pas. J'ai accepté que tout ne se répare pas. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une lucidité paisible. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se reconnaissent dans mon histoire, ce serait celui-ci. Se protéger n'est pas trahir. Mettre des mots, des cadres, des limites, ce n'est pas rompre l'amour. C'est lui refuser de devenir un instrument de domination. La dignité n'a pas besoin de cris. Elle a besoin de constance, de précision et parfois de silence. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Je me suis retrouvée. J'ai retrouvé le droit de décider de mon temps, de mes biens, de mes silences.
Cette reconquête n'a pas fait de bruit. Elle s'est faite dans la durée, dans l'attention aux détails, dans une vigilance calme que je croyais réservée aux autres. Aujourd'hui, je regarde l'avenir sans urgence. Ce que je transmettrai le sera au moment que j'aurai choisi, dans les termes que j'aurai fixés. Et ce que je garde encore me m'appartient pleinement, sans justification, sans calendrier imposé. Je n'ai plus à me défendre d'exister. Mon silence n'est plus une absence. Il est une position, une frontière claire, une fidélité à moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice.